l'heure de la pause décoloniale. Je suis Roselyne Macalou, créatrice de cette émission podcast La pause décoloniale. La pause décoloniale, c'est l'émission où les femmes de Kanak et Nouvelle-Calédonie et d'ailleurs donnent leur vision de la société en contexte de décolonisation. Dans cette émission, on aborde la décolonisation en déconstruisant, en reformulant des concepts d'un point de vue des dominés. Dans cette émission, on s'approprie notre histoire de femmes, de colonisées, et on se sert de notre héritage pour alimenter une vision décoloniale de Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce qu'un Océanien, une Océanienne? Est-ce que vivre sur une île d'Océanie suffit à se qualifier d'Océanien? Je ne suis pas la seule à avoir vécu hors de Kanaki durant de longues années. Pour autant, il ne m'est jamais venu à l'esprit de me qualifier de grenobloise, de parisienne, de guyanaise, de brésilienne, de surinaméenne, de vanuataise, d'australienne ou encore de néo-zélandaise. En Kanaki, bien que la question de l'identité ait toujours été au cœur des débats d'une société du vivre ensemble, il semble acté dans la conscience collective décomplexée que tous nous sommes calédoniens et que tous nous sommes océaniens. Mais n'est-ce pas là l'empreinte de la colonialité qui dépossède encore une fois le Kanak de son identité? Être dépossédé de son identité, être invisibilisé, une pratique courante en Kanak et Nouvelle-Calédonie, et ce, dans tous les domaines, dans la littérature notamment. On en parle d'ailleurs dans cette 18e édition de la pause décoloniale, dont le thème est la littérature kanak, océanienne et post-coloniale. Pour cette 18e édition, c'est Bouk Kanaki, une de nos contributrices connues pour sa passion pour la littérature océanienne, qui nous emmène à la rencontre de deux autres passionnés de littérature, Aurore Amen et Raissa Weiri. Aurore Amen conduit une thèse intitulée Pour une recomposition permanente du contemporain, pensée du peuple dans la littérature kanak, et Raissa a quant à elle écrit un mémoire sur les figures féminines dans la littérature océanienne. Cette émission, c'est la discussion de trois femmes kanak océaniennes marquées de l'empreinte indélébile de Dewe Gorodé. On écoute cette interview de Bouk Kanaki pour la pause décoloniale. Bonne écoute, bonne pause décoloniale. Bonjour mon pays, nous avons aujourd'hui avec nous dans l'émission de la pause décoloniale Aurore Amen et Raissa Weiri qui vont nous exposer leurs pensées et points de vue sur la littérature kanak, océanienne et postcoloniale. Vous êtes toutes les deux investies dans le domaine de la recherche sur la littérature kanak, océanienne et postcoloniale. Vous avez été toutes les deux en master de littérature à Rennes 2, en France hexagonale. Aurore, vous poursuivez une thèse intitulée Pour une recomposition permanente du contemporain, pensée du peuple dans la littérature kanak. Et Raissa, de votre côté, vous avez rédigé un mémoire sur les figures féminines dans la littérature océanienne. Il y a 2 semaines a eu lieu également le SILO, le Salon international du livre océanien. Et donc, on aura l'occasion au cours de cette émission de pouvoir en rediscuter tous ensemble. Donc, Aurore, puis Raissa, pouvez-vous nous parler un peu de vous et de vos recherches sur la littérature? Bonjour mon pays, bonjour Dido, bonjour tout le monde. Parler de moi, de mes recherches en littérature, oui. Donc, je vais parler brièvement de mon parcours scolaire avant d'aborder mes recherches. Donc, mon parcours scolaire, il a été, on peut le dire maintenant, en marge du système scolaire occidental. J'ai fréquenté plusieurs établissements publics jusqu'à l'attente de mes 16 ans pour pouvoir arrêter l'école. Je me suis très vite rendu compte cette année-là qu'il fallait avoir le bac, que c'était la clé de beaucoup de portes. Donc, j'ai repris mes études au lycée d'Okamo. Donc, j'ai insisté un peu sur le lycée d'Okamo, sur les établissements privés, parce que c'est un outil de réussite pour les enfants kanak notamment. Pourquoi? Parce que dans ces établissements-là, il y a des modèles dans lesquels on peut se reconnaître. Il y a une pédagogie qui est adaptée comment? Souvent par l'angle d'attaque des programmes scolaires et par la présence des professeurs qui sont là. Donc, on avait plusieurs professeurs issus de cultures et de peuples différents.
comme M. Delval, M. Makar, Mme Karji, M. Autain, Madame Boudry, et puis on avait des profs aussi, Kanak, évidemment, qui déjà me confortaient déjà rien qu'à l'œil. Donc, M. Picot, M. Lally, etc. À cette époque, c'était M. Kyortovic qui était directeur du lycée de Camo et M. Tarou qui était directeur de l'internat. Donc, il y avait quand même, c'était quand même quelque chose. Tout ça, là, toutes ces composantes ajoutées aux surveillants, aux pasteurs, aux femmes de ménage, au personnel Atos, tout ça, là, ça crée une famille qui fait qu'on se sent bien et quand on se sent bien, eh ben, il y a une réussite. Il y a une réussite des enfants du pays. Alors là, c'est pour ça que j'ai insisté sur le lycée d'Okamo, mais j'insiste aussi sur le lycée d'Okamo puisque c'est là où moi, j'ai pu avoir une première relation, une première fréquentation avec la littérature, mais vraiment dans un cadre scolaire. J'insiste sur le cadre scolaire. Parce qu'avant, la littérature, moi, je l'ai connue à la maison. Cela ne portait pas le nom de littérature, on était plutôt dans toutes les formes de chez nous, quoi. Toutes ces formes d'oralité de chez nous, avec le centre culturel aussi Boarat en parallèle, qui était quand même quelque chose. Le centre culturel de Yangan a une histoire et c'était très vivant au niveau des cultures et des littératures. Mais vraiment dans le cadre scolaire, là où j'ai vraiment pu fréquenter ce que c'est que la littérature institutionnelle et pas que dans toutes ces formes, c'est vraiment au lycée d'Okamo. Donc après le lycée d'Okamo, nous, on était un petit noyau avec Raïssa et d'autres camarades et on ne savait pas quoi faire. Il y avait très peu de débouchés en littérature, la prépa lettres n'existait pas. Très peu d'informations aussi sur les possibilités de poursuite d'études. Et donc, on a tous décidé d'aller à l'université de la Nouvelle-Calédonie, qui se trouvait encore à Magenta, en licence de lettres modernes. De là, après, je suis partie à Rennes pour un master semi-recherche et professionnel. Et après, j'ai continué en thèse. Entre-temps, il y a eu beaucoup d'arrêts entre la licence et le master. J'ai commencé à enseigner, etc., etc. Et voilà, en gros, un petit peu mon parcours. Donc, merci beaucoup, Aurore, pour ce partage. Et Raïssa, vous pouvez nous parler un peu de votre parcours? Oui, bien sûr. Bonjour Bokanaki, bonjour aux auditeurs et auditrices de Jido. Tout d'abord, je tiens à remercier la Pause Décoloniale de nous avoir invités, Aurore et moi, afin de partager un peu nos regards sur la littérature océanienne, coloniale et postcoloniale. Donc, en effet, comme Aurore l'a si bien exposé, on a rencontré tout au long de nos parcours des obstacles. Et on remercie d'ailleurs les établissements privés, dont pour ma part déjà le collège de Geneva, de m'avoir permis de me remettre dans le cursus scolaire. Alors, les difficultés, pour moi, se sont révélées bien assez tôt, hein, et je tiens à faire part de cette étape de mon existence, car je pense que c'est important d'en parler pour les petites sœurs et les petits frères qui sont à l'écoute, je l'espère, et qui ont tendance à désobéir aux règles. Donc, je disais que les difficultés, je les ai ressenties bien assez tôt, et c'est avec le recul maintenant que je comprends mieux aujourd'hui. J'ai grandi dans un environnement assez houleux, et mon parcours scolaire a été impacté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai voulu désobéir aux règles et j'ai commis une erreur lorsque j'étais scolarisée au lycée Augustin Thie de Tours en hôtellerie et restauration. Voilà, rien à voir avec la littérature. Et même si cette erreur a constitué un énorme renversement de situation, c'est pas plus mal aujourd'hui car grâce à elle, j'ai pu trouver ma vocation qui est finalement l'enseignement. Je tiens d'ailleurs à saluer le collège de Doneva qui provisoirement n'est plus aujourd'hui et son directeur de l'époque qui n'a pas hésité à ce moment-là à me donner la chance, et c'est bien le mot la chance qu'il avait utilisé à cette époque-là, de me réinsérer dans le milieu scolaire. Petit clin d'œil au collège de Doneva et un petit clin d'œil au lycée de Dokamo, car grâce à ces établissements, j'ai pu me reconstruire et me donner, finalement donner un sens à ma scolarité, d'où la pensée qui gravite justement autour de Doneva et de Dokamo en langue Hanja. Donc, c'est vraiment la construction de l'identité kanak. Pour en revenir à mon engouement pour la littérature coloniale et post-coloniale, c'est après avoir été refusée 2 fois à la formation maître de Nouville que j'ai décidé de partir pour l'université de Rennes. Mais aussi parce que j'ai été touchée par des paroles à un moment donné. Je cite, hein, pourquoi renoncer à un certain confort financier pour aller se former? Voilà, je laisse ça comme ça. Hein. Je ne me suis pas laissée atteindre. Il fallait pour moi que je parvienne à mes objectifs. Alors, je me suis envolée pour la métropole. Donc, à ce moment-là, j'étais enseignante au collège de Doneva et je voyais aussi un peu les difficultés que les élèves rencontraient et je voulais vraiment intervenir dans ce cadre-là.
Et donc, le fait est de partir, ce n'est pas plus mal pour moi aussi, parce que ça me permet d'ailleurs aujourd'hui de parler de mes travaux de recherche. Donc, j'aimerais pratiquement remercier ces paroles, hein, cette pensée futile et insolente. Donc, une prise de conscience est déclenchée tardivement, certes, mais elle a eu lieu lorsque j'ai quelque part, moi, je ne suis kanake issue d'un pays colonisé, rencontré des littératures telles que la littérature africaine, caribéenne, maghrébine. Voilà, je me suis retrouvée. Donc, ces littérateurs, pardon, et littératrices ont permis de voir l'histoire autrement pour ma part, mais surtout ont permis de la reconstruire, l'histoire, mais cette fois-ci du point de vue du dominé. Donc, ce sont des œuvres qui donnent la voix à leur peuple, détruit par les ravages de la colonisation ou encore de l'esclavage et des conséquences qui en découlent aujourd'hui. Donc, j'ai aussi découvert les gender studies, et là, c'était l'apothéose. À ce moment-là, j'ai senti naître en moi petit à petit une passion pour ces littératures ainsi que les études de genre qui permettent d'analyser l'écriture féminine. Donc, c'était juste énorme. Cependant, je me suis dit, bon, avant d'être intéressée aux autres littératures, commence par t'intéresser à la littérature de chez toi. Donc, je me suis alors tournée vers la littérature kanak, ensuite polynésienne, et petit à petit à la littérature à l'échelle océanienne. Je tiens à souligner que mon objectif de départ était tout simplement d'avoir le niveau master pour passer le CAPES. Et c'est tout. Or, jamais 200 fois, retournement de situation, ma passion pour cette littérature, pour ces littératures est née. Alors, concernant mes travaux de recherche, j'ai travaillé sur les recueils de Dewey Gorodé intitulés Ute Molono, Petite fleur de cocotier, et La vieille dame, en comparaison avec le recueil de nouvelles de la polynésienne Chantal Spitz, Carte postale. Et donc, dans mon mémoire, je me suis penchée sur la question des enjeux et des représentations de la figure féminine à travers l'écriture de ces deux autrices à l'époque contemporaine. Voilà, merci. Ah bah voilà de beaux parcours inspirants qui prouvent que malgré la rigidité du système scolaire et toute la colonialité qui l'entoure, que c'est possible. Donc voilà, ça prouve aussi à la jeunesse qu'il faut persévérer malgré tout. Aurore, lors d'une émission récente, vous aviez évoqué le sujet assez controversé d'une littérature kanak qui était noyée et invisibilisée dans une littérature dite calédonienne. C'est vrai qu'en créant la page Bukanaki aussi, j'ai constaté qu'il y avait un réel manque en termes de visibilité de la littérature kanak, que ce soit dans le pays, en Océanie avec les enjeux de traduction, mais aussi à l'international. Qu'est-ce qui bloque, selon vous, à rendre plus visibles les littératures kanak? Déjà, je ne sais pas si on peut vraiment qualifier ce sujet de controversé, parce que justement, il n'y a pas de débat en littérature, ou en tout cas très peu. Il y a certaines démarches de la part de l'Association des écrivains qui produit annuellement un ouvrage. Il y a le Silo, il y a qui, par exemple, cette année en ouverture avec l'Association des écrivains, ont organisé un café littéraire. Il y a les causeries à la librairie Calédo Livre qui sont tenues régulièrement par Cathy Manet, heureusement d'ailleurs. Mais voilà, ça reste très faible. Donc, à mon avis, ce qui bloque aussi ici, c'est ce monde littéraire, ce monde de la littérature. Il n'y a pas de critique littéraire, il n'y a pas de réception de littérature, donc ce qui inclut la question de la circulation. Il y a vraiment un blocage. On peut dire aussi qu'il y a une industrie de la culture qui est très faible au pays. En quoi la littérature, elle est aussi une scène où se jouent des enjeux et des conflits politiques? Raïssa, si vous avez un avis sur le sujet? Donc, en effet, on va retrouver à travers la littérature des enjeux et des conflits politiques. Il faut savoir que la littérature a des fonctions et c'est aussi quelque part un miroir qui reflète les défauts de la société. Et donc, d'un point de vue didactique, elle va permettre de réformer les mœurs, d'éduquer, d'instruire, mais aussi de dénoncer. Et donc, à travers le champ littéraire océanien, francophone, et plus particulièrement chez Dewey Gorodé, par exemple, on va retrouver à travers son écriture des thématiques liées à la situation politique de la Nouvelle-Calédonie. Donc, on peut penser à Sous les cendres des conques, paru en 1985, par exemple, où elle fait part de l'éclatement et de la division de la société kanak. Mais pas que, on pense aussi à Chantal Speed,
on va également retrouver une critique du débat politique en Polynésie. Donc voilà, c'est le cas, par exemple, dans Pensée futile et insolente. Enfin, toutes les deux sont des exemples parmi tant d'autres, hein. Il n'y a pas que les deux. Donc, on va retrouver ces enjeux et ces conflits politiques et sociaux chez d'autres écrivains également issus de la région Pacifique, comme partout ailleurs dans le monde, où la littérature, à ce moment-là, va devenir un espace de diffusion d'idées aussi. Maintenant, on va passer au Salon international du livre océanien qui a eu lieu il y a 15 jours. Aurore, pour vous, qu'est-ce que le livre océanien? Qu'est-ce qui le caractérise? Voilà une question intéressante. Je dirais que ce qui caractérise le livre océanien serait tout d'abord une écriture océanienne. Alors, une écriture océanienne, elle est adoptée et mise en œuvre, bien sûr, par des gens autochtones aux îles de l'Océanie, parce que c'est en eux qu'il y a déjà une généalogie depuis des millénaires, c'est en eux qu'il y a leur expérience au temps, à la perception des émotions, à la perception de beaucoup de choses, et on sait qu'en littérature et pas que la perception, elle pose plusieurs problèmes. Tout ça caractérise l'écriture océanienne. Après, bien sûr que les autres ont leur place, mais on parle vraiment du livre océanien. Le livre océanien, là, il est mis en œuvre ici par le Silo. Le Silo, on le rappelle, il a été propulsé par Madame Gorodet, aussi avec le prix Poupaï, le prix littéraire. La littérature, on ne peut pas passer outre. On ne peut pas parler de Madame Gorodet, de la littérature, de manière séparée, en fait, et de manière légère. La littérature kanak, aujourd'hui, elle est là aussi grâce à elle. C'est vraiment un personnage d'envergure, c'est une grande dame, une femme militante, une femme intellectuelle, une femme d'une noblesse dans la posture du debout et du lève la tête. Donc on connaît ces concepts déjà dans les peuples qui se sont levés en Afrique, dans les Caraïbes, etc. Ce concept d'être debout, levant la tête. Et elle représente tout ça avec une envergure. Le livre océanien, là, pour moi, je suis très déçue parce que, à mon avis, je pense que les hommages étaient très faibles. Les hommages étaient très faibles au Silo et ailleurs. Il n'y a pas que le Silo, aussi, Madame Gorodet, elle faisait partie du PALICA, du gouvernement, etc. Et je trouve qu'au pays, les hommages étaient très faibles. Il ne faut pas oublier qu'elle est quand même traduite au Japon par le traducteur de M. Chamoiseau. Elle est traduite en Australie par Peter Brown. Elle est traduite en Nouvelle-Zélande par Raylan Ramsey. Elle est mentionnée dans des discours de remise de prix Nobel de la littérature. Les critiques littéraires, les professeurs universitaires internationaux, même s'ils sont très peu, la connaissent. J'en ai fait l'expérience, moi, à Rennes 2 et à Paris. Madame Gorodet a propulsé véritablement la littérature kanak sur la scène internationale. Donc, le livre océanien, pour revenir à la première réponse, pour moi, il se caractérise tout d'abord par une écriture océanienne. Et après, il se caractérise là très peu dans la société. On peut le voir, par exemple, par rapport à l'intensité très faible des hommages dus à Madame Gorodet. Merci Aurore. Merci de rappeler ô combien il est important de rendre hommage à cette grande dame inspirante. C'est vrai que le Silo et sa programmation et son organisation n'étaient que très peu océaniennes finalement. Il y a eu certes quelques invités régionaux. Raïssa, qu'avez-vous pensé de cette édition 2022? Donc, déjà, dans un premier temps, je voudrais faire un petit clin d'œil à Madame Dewey Gorodet et lui rendre hommage à travers cette chronique. Pourquoi? Parce que voilà, c'est une autrice très inspirante, hein, et c'est elle qui a fait qu'aujourd'hui, quelque part, j'en arrive à ce stade-là. Donc, concernant le salon, je trouve que c'est très bien. Ça permet de mettre en lumière les auteurs et les autrices des littératures du pays, hein, confondu, de la région Pacifique aussi, même si c'est dommage parce qu'effectivement, il y a eu très peu d'auteurs et d'autrices océaniens. Donc, apparemment, j'ai pas été faire un tour, mais apparemment, la programmation a été très riche. J'ai vu également qu'il y a eu une soirée dédiée à Madame Dewey Gorodet qui était prévue le samedi soir avec des lectures. Il n'y a eu que des bonnes appréciations apparemment. Donc voilà,
belle programmation et puis le travail se poursuit. Hein. Et aussi le fait de délocaliser le salon à l'IFO permet aussi, et très bien aussi, parce que ça permet aussi aux écoles et aux populations de l'île de s'intéresser, de se rapprocher aussi vers la littérature. Voilà. Merci à toutes les deux pour vos avis sur ce silo et on espère qu'il y aura une édition 2023, donc à voir en fonction de ce que l'avenir nous dira. Et selon vous, quelle place devrait avoir la littérature autochtone en Océanie et au pays plus précisément? La littérature, la place qu'elle devrait avoir en Océanie et au pays, elle devrait être grande, dans le sens où elle devrait avoir sa place en fait déjà dans les universités et après dans les institutions. Elle devrait avoir sa place aussi partout en fait dans les maisons. Mais là, véritablement, au niveau de la société, elle devrait avoir déjà sa place dans les cellules de recherche, dans les cellules de recherche. Mais vraiment, la littérature, quoi, là, on parle de la littérature kanak, donc avec toutes les déconstructions qu'il y a autour, avec les problématiques qu'elle relève, etc. Parce que s'il s'agit de prendre la littérature kanak et de la survoler, ça ne sert à rien, elle n'aura pas sa place. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Merci Aurore. Et Raïssa, juste pour revenir un peu sur vos recherches, votre travail de mémoire sur la littérature des femmes océaniennes vous a permis de rentrer dans l'univers et les problématiques des femmes en contexte colonial, avec les écrits de Chantal Spitz, de Dewi Gorodé. Et c'est vrai qu'avec Bukanaki, en partageant de la littérature océanienne, surtout de femmes, je me suis rendu compte d'une écriture qui avait beaucoup de points communs, à la fois dans les thèmes abordés, comme la colonisation, les violences faites aux femmes, que dans le style aussi, comme vous disiez, Aurore, avec l'écriture qui est proprement océanienne et l'insertion aussi de mots en langue, par exemple. Donc, selon vous, comment pourrait-on caractériser l'écriture des femmes d'Océanie? Bien sûr, donc en effet, sous différentes formes de mise en récit, hein, on retrouve des thématiques communes à travers l'écriture des femmes en Océanie francophone, qui pourraient aussi d'ailleurs être communes à l'écriture des femmes anglophones. Donc on va retrouver des thématiques liées à la colonisation ainsi que différents questionnements qu'elle sous-entend. On retrouve également des thématiques liées au rapport de domination, qu'elles soient coloniales ou patriarcales, notamment les violences faites aux femmes. D'autres thématiques aussi s'ajoutent, hein, telles que les questionnements liés à l'économie. Donc, on aura aussi chez Chantal Spitz, par exemple, toute une critique autour du système capitaliste, du système capitaliste. Mais aussi, on va retrouver des thématiques liées à l'amour. Donc, si je retiens les autrices les plus connues, c'est-à-dire pour ma part, Dewi Gorodé, Chantal Spitz, Tita Wapeo, dans la littérature francophone océanienne, déjà, dans un premier temps, il faut savoir que ces autrices-là ne veulent aucunement être catégorisées. Et voilà. Cependant, au vu des thématiques qui apparaissent dans leurs œuvres, je dirais que l'écriture des femmes en Océanie francophone peut être considérée comme une écriture engagée et féministe. Chantal Spitz et Dewi Gorodé sont toutes les deux ici du pays colonisé. Et donc, c'est tout à fait normal de retrouver dans leurs textes un discours contre le colonialisme. Leur positionnement en faveur de la décolonisation est tout à fait marquant. De plus, elles ont toutes les deux participé à la vie politique de leur pays respectifs. Chez Dewi Gorodé, par exemple, la thématique du militantisme est omniprésente, tout comme chez Chantal Spitz aussi. Donc, on peut illustrer leur combat politique à l'époque contemporaine. Par exemple, chez Dewi Gorodé, dans La Vieille Dame, elle aborde des problèmes de société, tels que le problème de l'emploi local, le problème de corruption politique et dans le monde du travail. Et voilà, donc, ces autrices-là revendiquent également les misères qu'ont vécues les femmes, notamment à l'époque coloniale. On pense encore une fois à son recueil de poèmes à Madame Dewi Gorodé, Sous les cendres des contes, qui évoque l'éclatement de l'unité de la société kanak, comme je le disais tout à l'heure, ou encore chez Chantal Spitz, L'île des rêves écrasés, un roman dans lequel elle critique à travers l'histoire d'amour entre un Polynésien et une Européenne l'installation des centres nucléaires dans son pays. Dans Pensée insolente et inutile,
Donc, à travers ces textes-là, hein, elle intervient aussi dans le débat politique polynésien. Voilà. De plus, elle tient une critique aussi constante d'un système néocolonial dans une société dirigée par une classe aisée. Alors, féministe, pourquoi? Donc, elle milite aussi pour la parité, pour une égalité hommes et femmes, en plus de responsabilités politiques. Donc, c'est un peu tout naturellement que l'on retrouve chez elle, à travers les protagonistes féminins, elles tiennent des rôles à responsabilité. Ou encore, on peut penser à Utemurunu qui décide de prendre son avenir en main en contestant les lois du mariage coutumier. Chez Chantal Speed aussi, cet aspect va se manifester à travers la critique de l'adoption. Le femme, une mère au foyer qui est prête à tout pour subvenir aux besoins de la famille, quitte à instrumentaliser son corps. Et donc, on retrouve quelque part cette idée de la femme aussi qui ramène l'argent à la maison, même si voilà, c'est dans des conditions un peu particulières, tout comme le mari. Donc, toutes les deux dénoncent également les violences faites aux femmes, notamment les violences sexuelles. Hein. Donc, ça, c'est une thématique vraiment très marquante. Chez Chantal Speed, les violences sexuelles ont pour but de dénoncer, bien sûr, les situations dont sont victimes les femmes, mais c'est aussi une manière de déconstruire l'image fabriquée sur le dos de la vainée et sur sa liberté sexuelle. Comme c'est aussi une manière de déconstruire, finalement, l'image européenne qui gravite autour de la nouvelle cité. Chez Dewe Gorodé, la violence sexuelle envers la femme kanak est grandement omniprésente. On retrouve dans Utemurunu aussi lorsqu'elle s'adonne à la prostitution et abandonnée dans les rues de la ville. Hein. Voilà, lorsqu'elle est au contact de la civilisation blanche. Donc, lorsqu'elle quitte la tribu pour la ville. Donc, dans La Vieille Dame, la violence sexuelle est aussi omniprésente, surtout là chez la jeunesse féminine qui se laisse dominer par les sentiments et en deviennent victimes de leurs sentiments, mais aussi de leur bourreau, hein, et sont finalement violées. Voilà. Donc, c'est en ce sens pour moi que l'on pourrait caractériser l'écriture des femmes en Océanie. On a vraiment une écriture femme qui va aborder des thématiques spécifiques à la condition féminine aussi, mais aussi leur vision, leur place à travers la société. Donc, on fait face à des écritures très engagées, des écrits politiques. Littérature et décolonisation, finalement, peuvent aller de pair. Quel rôle peut jouer, selon vous, la littérature dans la décolonisation, justement? La littérature, elle a tout son rôle à jouer en fait, dans la décolonisation déjà en elle-même, dans son espace en lui-même, en fait, qu'est la littérature. La littérature, dans ces théories-là, postcoloniales et décoloniales, en fait, c'est quand on dit littérature mineure, donc ça ne touche plus à une idée de quantité, mais en fait, ça touche au peuple minoré. Donc nous, en fait, l'intime est lié au politique. Qu'on le veuille ou non, l'intime est lié au politique. Donc l'acte d'écrire est en lui-même politique, et l'acte d'écrire permet déjà de se positionner et en cela d'écarter toute forme de colonialité, puisqu'il y a traduction, transcription d'un être autochtone dans son espace géographique et mental aussi. La littérature, va nous permettre de nous désaliéner mentalement. Elle va nous permettre de créer un espace qui est le nôtre, c'est-à-dire en tant que colonisé, en tant que racisé, parce qu'on est dans un contexte ici en Nouvelle-Calédonie où il y a encore beaucoup de colonialité. La littérature, elle a un rôle fondamental puisqu'elle permet de nous libérer, elle va nous permettre de nous mettre debout avec dignité et intelligence. Voilà moi ce que je pense par rapport au rôle de la littérature. Merci Aurore. Peut-être Aïssa, vous avez un message aussi par rapport à la littérature dans la décolonisation? Oui, en effet, Aurore l'a déjà très bien exposé. Hein, donc, la littérature, pour ma part, elle va servir comme elle disait, à décoloniser l'être. Elle va servir aussi à se libérer, hein, libérer de toute forme de violence, que ce soit des violences coloniales, des violences patriarcale. Donc, ça pourrait être pratiquement comme une cure pour les auteurs qui sont issus de ces pays-là, et une cure aussi pour les protagonistes, parce que les protagonistes, c'est le peuple. Voilà, donc ils vont chercher à guérir le peuple à travers l'écriture. Voilà pour ma part. Donc, la littérature va permettre de décoloniser aussi en ce sens-là pour moi.
Ah bah que de pensées inspirantes on arrive bientôt à la fin de l'émission. Et si vous aviez un souhait particulier à formuler pour l'avenir de la littérature kanak et océanienne, quel serait-il? Ah ben moi, mon souhait, ce serait que la littérature puisse être jouée, chantée, théorisée, puisse être palpable, qu'on puisse la monter dans les institutions, la littérature kanak, dans son essence même, avec l'esprit kanak, qui puisse prendre la place et l'espace dans toutes les institutions et qu'on puisse voilà quoi, vivre parce que la littérature, c'est le mot qu'on met dessus, mais derrière, chez nous, ben voilà quoi, on chante, on danse. Et moi, j'espère qu'on va retrouver ça parce que c'est retrouver un peu l'essence de l'esprit kanak, quoi. Et aussi, j'espère qu'elle sera théorisée et institutionnalisée pour avoir plus de débats et créer des concepts après universitaires. Ça, c'est une autre sphère. Mais j'y tiens à cette sphère-là aussi. Partir au final de la littérature accessible à tous, partir de l'oralité pour au final l'institutionnaliser, c'est un beau message d'avenir. Et vous, Raïssa? Alors, bien sûr, oui, il faut que la littérature kanak fasse sa place et soit reconnue en tant que telle. Parce que, voilà, derrière, il y a des gens qui travaillent, il y a des défenseurs, des auteurs, des autrices qui défendent des convictions et des valeurs. Mais pas que, hein, ils dénoncent aussi des maux que subissent, par exemple, les protagonistes et à travers eux, le peuple. Ils valorisent aussi et ils font perdurer la culture kanak ainsi que les valeurs qu'elle véhicule. Donc voilà, comme Aurore disait aussi, il faut qu'elle soit reconnue, il faut qu'elle continue de se propager aussi à l'international pour qu'ensuite elle soit étudiée, pour que des concepts soient mis en place. Voilà, il faut qu'elle s'enrichisse aussi. Donc, je souhaite que la littérature kanak puisse s'enrichir, continuer à s'enrichir. Des petites pépites, s'il y en a hein, qui sont à l'écoute, qui restent encore enfouies. Voilà, il faut sortir de l'ombre. Et voilà, j'encourage d'ailleurs les personnes de chez nous à ne pas hésiter à sortir leur ébauche de leur placard et de se lancer dans la publication. Donc, c'est la seule façon aussi d'enrichir la littérature kanak. Il faut exploiter l'écriture pour se faire entendre, tout comme il faut l'exploiter pour sublimer et célébrer notre culture. Hein. Merci beaucoup. On espère que les auditeurs et les auditrices ont été enrichis par vos partages. Et c'est vrai qu'on ressent une certaine frustration aussi d'un manque de ce type de cercle qui permet de partager, de débattre autour de la littérature. Mais comme dirait l'autre, derrière une frustration se cache peut-être une vocation. Donc voilà, c'était votre vocation à Raïssa et Aurore de nous partager au sujet de la littérature. Et pour finir en beauté, si vous deviez conseiller un seul livre, bon allez, on en autorise peut-être 2 ou 3, chacune à nos auditrices et à nos auditeurs, quel serait-il? Pour ma part, récemment, je dirais Pina de la Polynésienne Tita Wapeo parce que voilà, Tita Wapeo, c'est une femme que j'admire beaucoup aussi. C'est comme Dewe Gorodé, c'est comme Chantal Spitz. Hein. Son écriture est assez brutale aussi car elle n'hésite pas à dénoncer les violences qui habitent la société polynésienne. Le personnage de Pina, comme la déesse Kapo chez Dewe Gorodé, serait un personnage modèle pour encourager aussi les femmes à sortir de ces différentes formes de violence. Mais j'invite aussi les auteurs et auditrices à se rapprocher aussi des auteurs issus de la littérature kanak, donc Dewe Gorodé, avec son dernier recueil de nouvelles, La Vieille Dame. Il y a aussi Paul Nachipan aussi. Donc voilà, n'hésitez pas. Et Aurore? C'est vrai qu'on a envie de donner des références bibliographiques aux auditeurs et aux auditrices, parce qu'il y a tellement de lectures à faire, tellement de monde à découvrir à travers les plumes des gens. Moi, je dirais Moi, Tituba, sorcière, Nord de Salem, de Marie Scondé. Après, plus proche de nous, Tueur d'aborigènes de Philippe McLaren, en Australie. J'ai un petit outil aussi, Frantz Fanon, Peau noire, masque blanc,
entre parenthèses, ce serait pas mal aussi à lire. Et puis ici, pour la littérature kanak, Tado Tadewe ou No More Baby de Dewe Gorodé, qui est vraiment une œuvre qui est... voilà, j'en dis pas plus. Je laisse les auditeurs et les auditrices prendre le plaisir de tourner les pages. Merci Aurore et merci Raïssa pour ce partage. On vous invite aussi à réécouter la chronique d'Anaïs et de Bukanaki au sujet de l'œuvre de Titawapéou, Mutisme. Et on espère que vous avez noté toutes ces belles références qui feront peut-être l'objet de futures chroniques à venir. Donc on vous dit à bientôt sur les ondes de la Pause décoloniale. Allez, au revoir. Voilà, c'était une interview de Aurore Amen et Raïssa Weiri, tous deux interrogés par Bukanaki. Merci Bukanaki pour cette interview de ces deux personnalités engagées que l'on a eu plaisir d'écouter. Tout de suite, un récapitulatif des principaux points de cet entretien. Aurore et Raïssa sont deux jeunes femmes kanak dont les parcours parsemés d'embûches ont fini par trouver sens à force de persévérance et avec le soutien d'un accompagnement scolaire adapté, incarné par l'enseignement privé de l'Alliance scolaire de l'Église évangélique. Ce sont des anciennes élèves de l'ASE, des élèves de Dokamo. C'est grâce à l'ASE et ses outils que l'école a pris un sens différent pour elles. À Dokamo, on apprend à vivre et évoluer ensemble. On apprend à être un homme vrai, une femme vraie, un Dokamo. Pour Aurore, ce qui caractérise un livre océanien, c'est avant tout une écriture océanienne mise en œuvre par des autochtones des îles d'Océanie. C'est en eux qu'il y a déjà une généalogie depuis des millénaires et c'est en eux qu'il y a une expérience au temps, à la perception des émotions notamment. Pour Aurore, la littérature autochtone devrait occuper une grande place dans la littérature océanienne. Elle devrait avoir sa place dans les universités, dans les institutions. L'acte d'écrire est pour Aurore un acte politique et permet déjà de se positionner et d'écarter toute forme de colonialité puisqu'il y a une traduction, une transcription d'un état, d'un être dans son espace géographique et mental. La littérature pour Aurore permet de nous décoloniser mentalement, de créer un espace en tant que colonisé, en tant que racisé, dans un contexte où il y a encore beaucoup de colonialité. La littérature a un rôle fondamental puisqu'elle permet de libérer, de nous mettre debout avec dignité et intelligence. Son souhait à Aurore serait que la littérature puisse être jouée, chantée, théorisée, qu'elle puisse être palpable. Elle aimerait que l'esprit kanak puisse être transmis, ressenti à travers la littérature. Elle espère d'ailleurs que l'on retrouve l'essence de l'esprit kanak dans la littérature. Pour Raïssa, la littérature est un miroir qui reflète les défauts de la société. D'un point de vue didactique, elle va permettre de réformer les mœurs, d'éduquer, d'instruire, de dénoncer. Elle cite des auteurs tels que Dewe Gorodé et Chantal Splitz, qui dans leurs œuvres abordent des thématiques liées à la situation politique de leurs pays respectifs. En se basant sur ses travaux de recherche, Raïssa décrit l'écriture féminine océanienne comme une écriture engagée et féministe. Des thématiques communes se retrouvent chez les autrices francophones d'Océanie, telles que la colonisation et les questionnements liés, les rapports de domination coloniale, patriarcale, l'économie, l'amour, la prostitution, la violence sexuelle. Dans l'écriture féminine océanienne, c'est un portrait de femme loin du fantasme occidental qui est dépeint. Elle cite de nouveau Chantal Splitz avec son œuvre Pensée insolente et inutile, et également Dewe Gorodé avec son œuvre Sous les cendres des conques. Pour Aïssa, la littérature sert à décoloniser l'être, à se libérer de toute forme de violence coloniale, patriarcale. Ça peut être perçu comme une cure pour les autrices, une cure pour les protagonistes, pour le peuple. Guérir le peuple à travers l'écriture, c'est se décoloniser et décoloniser. Son souhait à Raïssa, c'est que la littérature kanak soit reconnue en tant que telle et continue de se propager à l'international, qu'elle soit étudiée, qu'elle s'enrichisse aussi. Raïssa encourage toutes les personnes de chez nous à sortir leur ébauche de leur placard afin que soit sublimée notre culture à travers l'écrit.
Raissa comme Aurore ont évidemment rendu hommage à Dewi Gorodé qui a propulsé la littérature kanak sur la scène internationale. Une autrice sans qui elle ne serait pas là, dixit Raissa. Dewi Gorodé, c'était, et je cite Aurore cette fois-ci, un personnage d'envergure, une intellectuelle, d'une noblesse dans la posture du debout et lève la tête. Alors je finis ce récapitulatif en rappelant les recommandations de lecture de nos invités. Alors il y a Pina de Tita Wapeu, il y a Moi, Titouba sorcière de Maryse Condé, il y a Tueur d'aborigènes de Philippe McLaren, il y a aussi Pono en masque blanc de Frantz Fanon, il y a également Tando Tando We ou No More Baby de Dewi Gorodé. Enfin, j'aime penser que cette discussion est un second hommage que nous rendons à Dewi Gorodé, car voilà ce qu'elle a semé dans les esprits de jeunes femmes kanak. Voilà une partie des fruits de son travail. Alors merci Bukanaki, merci Aurore, merci Raissa pour ce bel interview. C'est la fin de cette 18e édition consacrée à la littérature kanak, océanienne et postcoloniale. Merci à l'équipe de la Pause décoloniale. Merci à Radio Jido pour la diffusion de cette édition que vous pourrez réécouter sur notre chaîne YouTube, sur SoundCloud et également sur le site Présence Kanak. On vous retrouve le 16 novembre, même heure, même fréquence pour une nouvelle Pause décoloniale. À bientôt.